Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Alors les habitués de l'émission auront d'ores et déjà remarqué un changement pour cette nouvelle saison des chroniques du Hérisson. C'est plus la même voix. En effet, ici Adrien qui vous parle et c'est moi qui vais animer l'émission cette année. Mais alors qu'est-il advenu de Lorraine que vous avez eu plaisir à écouter, chers auditeurs et auditrices, toute la saison précédente ? Rassurez-vous, Lorraine va bien. S'il était initialement prévu que l'on co-anime les chroniques à deux cette année, eh bien la vie et son lot d'imprévisibles rebondissements en a décidé autrement. Lorraine a été appelée sur d'autres missions, loin de l'Ardèche, mais toujours au service de l'environnement et de l'écologie. Il va sans dire bien sûr que nous l'embrassons et que nous lui souhaitons tout le bonheur et la réussite possible. Et ne désespérons pas de la voir revenir nous faire un coucou sur ces ondes très bientôt. En attendant, comme ce n'est pas la rentrée que pour les chroniques du Hérisson, eh bien on va aujourd'hui parler éducation et pédagogie. Et pour ça, on va rejoindre Lila de l'association Mésanges-et-Libellules à Saint-Cernin. Lila, bonjour. Bonjour. Alors Lila, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est et ce que fait l'association Mésanges-et-Libellules en quelques mots ? Alors bien sûr, l'association Mésanges-et-Libellules, on est basé à Saint-Cernin et on fait des activités de découverte de la nature. Donc pour but de sensibiliser à la nature, de prendre contact avec elle, de s'y sentir bien, d'y jouer dedans pour avoir envie d'y retourner et du coup de se familiariser avec et de se sentir en lien affectif aussi avec la nature et in fine d'avoir envie d'en prendre soin. Et donc, on a plein d'activités. Ça se décline, par exemple, sur les mercredis avec des clubs nature pour les enfants de 3 à 11 ans. Pendant les vacances scolaires, on fait un peu comme un centre aéré, mais vraiment aéré, c'est-à-dire complètement dans la forêt, tous les jours de la semaine. Et on a plein d'activités qu'on fait aussi auprès des publics scolaires où on accompagne les enseignants à se former à faire école dehors. Donc on trouve un petit coin nature en proximité et on les accompagne à gérer leur groupe en dehors de leurs 4 murs et à faire leur programme aussi dans la nature avec ce qu'on peut trouver autour de nous. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la pédagogie par la nature ? Est-ce que c'est juste de faire école dehors, à l'extérieur, ou est-ce que c'est aussi revoir complètement ou pas la façon d'apprendre et de faire apprendre ? Ah bah oui, tu mets tout à fait le doigt sur l'enjeu, parce que c'est sûr que nous, on essaye de multiplier ce contact à la nature pour avoir envie d'en prendre soin. Donc, c'est d'essayer de décloisonner, de sortir de l'école, donc oui, et de faire école dehors, mais aussi avec une forme différente où on va avoir beaucoup plus de place à l'apprenant et l'apprenante sur leur centre d'intérêt, essayer d'aller tirer des fils de ce qui les passionne pour les emmener vers des apprentissages en fait, et qu'ils aient l'impression d'apprendre sans effort. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire dehors avec plaisir et ça redonne aussi souvent de la motivation aux enseignants à enseigner avec plaisir dehors. C'est quelque chose où on se base beaucoup sur les lieux, sur la régularité. C'est quelque chose qui s'inscrit beaucoup dans le temps. L'idée, c'est qu'on va vraiment être dans quelque chose de plus global. Donc, on va être dans les apprentissages et dans le lien à la tête, les mains et le cœur. On va vraiment essayer de lier tout ça. Donc, ça va être à la fois dans des apprentissages qui vont être plus cognitifs, plus cérébraux. En gros, on est vraiment dans la diversité. Ça peut être une approche très naturaliste ou très logique, avec des jeux de pistes, des choses comme ça. Dans ce que j'appelle donc les mains, c'est vraiment dans le faire. On n'est pas juste dans la tête, mais dans fabriquer, dans redonner de la valeur à aussi toutes les filières manuelles. Et dans le cœur où on va vraiment laisser la place à une part émotionnelle parce que c'est dans ce lien où va se lier les émotions, l'attachement, la joie que on
qu'on va créer quelque chose qui va s'installer, qui va se pérenniser et qui va être une force motrice positive, en fait. Notamment au vu de l'éco-anxiété. En fait, j'ai rencontré ces éléments-là dans mes études où j'ai fait un master recherche en éducation à l'environnement à l'Université du Québec à Montréal. En fait, avant ça, j'avais fait aussi l'équivalent d'une licence en sciences de l'environnement à l'Université McGill à Montréal aussi. Et ça a été super déprimant pour moi, en fait, de voir que dans toutes les matières, c'est la fin du monde, en quelque sorte. On a des solutions, mais on ne fait pas grand-chose pour les mettre en place. Et donc, moi, ça m'a vraiment questionné de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui motive l'action environnementale ? Qu'est-ce qui va faire qu'on va agir pour prendre soin de notre planète? On n'en a qu'une quand même. Et je suis tombée sur un article d'une chercheuse américaine qui s'appelle Louise Shaola et qui avait fait un peu le cheminement inverse de dire des personnes engagées dans l'environnement, qu'est-ce qui les avait mis sur la voie. Et c'était vraiment du temps passé dans la nature étant enfant et des personnes, des sortes de mentors qui leur ont transmis cet amour de la nature, cette envie d'en prendre soin. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de répliquer, de créer des espaces-temps où des enfants vont pouvoir passer du temps dans la nature avec des adultes passionnés de nature pour leur donner envie d'en prendre soin également. Alors, ce que tu dis, il me semble, transpire dans l'endroit où nous sommes. On est là, du coup, au bureau de Mésanges et Libellules. On est à l'intérieur. On est dans une pièce, dans une salle. Mais autour de nous, on a des étagères remplies de livres sur la forêt, de duvets, de tentes, de gourdes pour aller dehors. On a des branches étiquetées dans des pots avec des bourgeons dessus. On a des morceaux de bambou, des morceaux de bois dans tous les sens. Donc, même si on est à l'intérieur, l'extérieur est là avec nous. On sent cette volonté omniprésente de façonner un lien avec la nature. D'ailleurs, il me semble que vous avez toutes et tous un nom de la forêt en rapport avec la nature. Mésanges et Libellules, ça vient de là, c'est ça? Et toi, ton nom, du coup, c'est... Oui, c'est ça. Moi, c'est Mésanges. Alors, tu as utilisé le mot diversité, qui est une notion qui est très importante en écologie. Donc là, tu parlais de diversité d'approches différentes. J'imagine qu'il y a une diversité chez les enfants aussi. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas le même rapport à la nature. Et de manière générale, justement, est-ce que c'est facile pour eux, pour les enfants? Est-ce qu'il reste quelque chose d'un lien entre eux et la nature? Ou est-ce que, comme... on l'entend parfois dans certains discours, est-ce que c'est une génération perdue, complètement accro aux écrans et qu'il n'y a plus rien à faire C'est vrai qu'il suffit d'un saut, d'une génération qui ne va pas dans la nature pour que les suivantes n'y aillent plus. Donc il y a quand même un enjeu à sortir et à réapprendre à faire des choses que les générations d'au-dessus faisaient naturellement, comme aller jouer dehors. Avant, c'était non, tu rentres pas avant l'heure du dîner, tu restes dehors surtout. Et maintenant, c'est plutôt oh là là, non, tu ne sors pas dehors, c'est trop dangereux. Et puis il y a l'attrait des écrans, c'est certain, vers l'intérieur. Donc oui, c'est vraiment ce genre de choses qu'on essaye de réapprendre avec les enfants qui viennent régulièrement à nos clubs nature, aux stages pendant les vacances ou aux enfants qu'on a dans les écoles qu'on accompagne, de dire qu'on peut aussi s'amuser et apprendre dehors. Et il y en a pour qui c'est compliqué. Il y a des enfants qui ont du mal à marcher sur un sol qui n'est pas plat. Il y en a qui ont peur de s'asseoir par terre. Donc c'est sûr qu'il y a des craintes et on essaye justement de les accompagner. Je vois ça un peu comme un escalier. Chacun et chacune est à sa marche et puis on essaye de gravir une marche de plus, puis une autre encore. Et donc il y a des petites choses comme... dans nos installations au Petit Bois, on a des toilettes sèches qui ressemblent à des vraies petites toilettes pour se dire, on n'est pas encore à l'étape où on fait pipi nature parce que ça peut en effrayer quelques-uns, mais on a nos petites toilettes qu'on peut déployer et ça rassure, voilà, et de dire, après, on peut passer à l'étape pipi nature si on veut, si on se le sent. Donc voilà, c'est déjà être dans la nature et puis avec vraiment ce fil conducteur sur la régularité, vivre les saisons et se confronter aux éléments. Parce que quand il est 9h et que c'est le matin, qu'il y a du frimas un peu partout et voilà, qu'il fait froid, il y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de venir. Mais une fois qu'ils sont là, ça devient un peu magique. Je me rappelle de la petite Lucie, lapin de son nom de la forêt, qui disait « Oh, les fées du givre sont passées !» Et tout d'un coup, on était dans
dans une autre dimension quoi, de qu'est-ce qu'une difficulté peut devenir une source d'inspiration, de création et de passer un super moment avec, à retrouver les petits éclats de givre, comment ils cisèlent sur le bord des feuilles. Et ça, c'est des choses que si on ne sort pas un jour où il fait froid, on les verra jamais. Et pourtant, elles ont tout leur intérêt. Faire d'une difficulté une force, c'est encourageant, c'est enthousiasmant comme principe. Et qu'en est-il des adultes, des parents ? Est-ce que pour eux c'est simple aussi ? Est-ce que tout le monde a conscience de l'enjeu ? Ou est-ce qu'il y a quand même une appréhension, voire des clichés négatifs ? Est-ce que vous recevez par exemple des critiques qui vous prennent, je ne sais pas, pour des hippies déconnectés de la réalité ou des choses comme ça ? Ah bah oui, si, c'est sûr, on a un peu de ça. Je ne citerai pas d'institution nationale qui a parfois un peu du mal avec ça. Mais justement, on fait un gros travail de sensibilisation, d'éducation à ce qu'on fait, où non, on n'est pas juste à faire la récréation dehors. Mais au contraire, à vraiment aller chercher c'est aussi une stratégie, j'allais dire politique, de dire pour l'instant, on a des injonctions c'est maths et français, les principales choses à apprendre. Donc, qu'à cela ne tienne, on va aller faire des maths et du français dehors. Donc, on essaye vraiment d'accompagner on est tout un groupe de travail au sein du collectif Pétale 07. Donc, c'est le réseau départemental d'éducation à l'environnement où on se réunit avec des éducs à l'environnement et des enseignants et enseignantes qui ont envie de faire classe dehors et faire vivre ces pédagogies pour se réunir sur comment est-ce qu'on peut faire pour aller faire des maths dehors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des trucs et astuces pour garder la sécurité du groupe, avoir un signal de rassemblement, avoir des petits visuels, des petites ficelles rouges qui vont délimiter notre aire d'apprentissage en extérieur et essayer d'avoir un peu aussi ce plaidoyer, montrer qu'on n'est pas tout seul, qu'on est ensemble et qu'à l'échelle nationale, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur et à l'échelle mondiale, on est à la traîne. La France est loin derrière plein d'autres pays qui font déjà école dehors, que ça s'institutionnalise vraiment, où il y a des demi-journées, des journées par semaine où on fait classe dehors, des écoles en forêt avec juste un petit local pour les grosses intempéries ou pour ranger les affaires et ensuite on est en tenue d'aventure et on joue et on apprend dehors. Donc il y a encore du chemin à faire, mais on avance petit à petit. Que dire de plus Si, il y a un côté hippie, mais pas que. On est vraiment dans des choses très concrètes et qui nous permettent d'imaginer une autre société, plus en lien avec le vivant et avec le soin de ce qui est autour de nous. On fait partie de ça et on n'a qu'une planète. Donc il va falloir qu'on réagisse pour en prendre soin. Donc autant le faire dans la joie. Complètement. Donc, si je comprends bien, donc on a du retard à rattraper, mais on va dans le bon sens. Du coup, ça me donne envie de te poser la question à 100 € des années 2020. Est-ce que le Covid a changé quelque chose à cet état de fait ? Est-ce que il y a une prise de conscience ? Il y a eu une prise de conscience avec le Covid. Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Oui, c'est vrai. Ça a eu cet avantage-là. Beaucoup de gens enfermés se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'être dehors, qu'ils avaient besoin de nature. Il y a beaucoup de gens qui ont eu, comme tu dis, cette prise de conscience, et notamment des enseignants qui avaient besoin de mettre du sens à ce qu'ils faisaient, redonner de la motivation, et qui se sont mis à faire classe dehors à partir de là. C'est bon à entendre, ça fait du bien. Alors, pour conclure cet échange ô combien intéressant, est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience en particulier qui t'a particulièrement marqué pendant ces activités de pleine nature ? Il y en a tellement, en fait, je ne saurais pas lesquels choisir. Mais il y a toujours ces moments qui sont magiques et qui peuvent être parfois anodins, mais qui pour moi sont transformateurs. Où je me rappelle du petit Théo qu'on était en train de... C'était le printemps, il y avait plein de petites fleurs printanières et il y avait des branches et un arbre qui était tombé sur un parterre de fleurs et il commençait à enlever délicatement, branche par branche, pour protéger ces petites fleurs. Et il disait, voilà, comme ça, elles auront un peu d'espace et elles pourront grandir et s'épanouir. Et j'avais l'impression à l'échelle de ce petit parterre de fleurs, c'était pas grand-chose, mais c'était vraiment modéliser un comportement de soin de la nature.
Et ça, c'est quelque chose qui va ancrer en lui, même s'il avait que 4 ans. Là, c'est quelque chose qu'il va pouvoir amener avec lui et développer et grandir. Donc pour moi, ça part de ces petites graines-là qu'on sème, on arrose, puis on voit si elles poussent ou pas. Vous faites du jardinage d'enfants, en fait, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je crois qu'il reste des places pour les clubs nature pendant les vacances d'automne, c'est bien ça ? Et oui, il reste des places pour les stages nature qui vont avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'infos sur notre site internet mésangeslibellule.com. Et on a aussi des places sur les mercredis à nos clubs nature. Donc il y a un groupe pour les 3-5 ans, un autre pour les 6-11 ans. Donc avec 2 créneaux, le matin ou l'après-midi. Donc c'est au plaisir de vous voir pour vivre de super aventures dans la nature. Merci Lila, merci à toute l'équipe de Mésange et Libellule. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique du Hérisson. À bientôt!